Bon, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons parler de la NAT. Ce chapitre explique donc comment la NAT associée à l'utilisation de l'espace d'adressage privé est utilisée pour préserver et utiliser plus efficacement les adresses IPv4 afin de fournir des réseaux d'accès à Internet de toute taille. Alors, d'où vient en fait la nécessité de pouvoir implémenter la NAT? La NAT arrive en fait dans un contexte où les différents protagonistes ou encore les acteurs qui participent en fait à la distribution de Internet ou encore qui gèrent le réseau se sont rendus compte que la classe et les plages d'adresses que nous avons pour permettre aux différentes personnes de pouvoir communiquer dans tout l'espace web commence à être petit. On observe en fait une pénurie d'adresses. Il faut savoir que dans le réseau, lorsque on souhaite par exemple quitter de l'adresse du réseau local pour le réseau public, on a besoin de quoi? Ce qu'on va appeler l'adresse IP publique. On se comprend? Donc ici, j'essaie d'illustrer cela. Supposons que là, nous avons un LAN. Ça, c'est une entreprise, n'est-ce pas? C'est le building d'une entreprise dans laquelle nous avons un LAN. Supposons que ici, à l'extrémité, on a le routeur qui est connecté à Internet. OK? Maintenant, l'adresse IP qui fonctionne ici à l'intérieur, c'est IP privé. Et le côté qui fonctionne d'un point de vue Internet, c'est IP public. C'est bon? Maintenant, pour que un ordinateur qui se trouve dans ce building-ci puisse aller sur Internet, demander par exemple une page ici là sur le serveur de Google. Par exemple, le serveur de Google. Sur son DNS par exemple, a besoin d'avoir quoi? Une adresse IP publique. Sauf que l'attribution en fait d'une adresse IP publique dédiée pour un poste coûte non seulement cher, mais avec la pléthore d'équipements réseau qu'il existe dans le monde, la plage d'adresses IP réservées en fait pour l'attribution des adresses publiques devrait même déjà expirer. On se comprend? S'il fallait que chaque périphérique avait par exemple une seule adresse, cette plage serait déjà expirée. Ça, c'est deux. L'autre chose également, comme j'expliquais tantôt, pour pouvoir aller sur Internet, un périphérique a besoin de IP public. Autrement dit, si vous êtes dans votre domicile et que vous avez par exemple 5 appareils, votre laptop, le desktop, la télévision et peut-être le frigo, le four à micro-ondes ou encore même les tablettes des enfants à la maison et tout le concept. Vous voyez que autant de périphériques vous avez, autant d'adresses IP publiques, il faut également pour pouvoir aller sur Internet. Sauf que l'achat normalement d'une adresse IP publique chez un fournisseur coûte un peu cher. Maintenant, s'il fallait par exemple faire cela individuellement par périphérique, à la fin du mois, il faudra renouveler en fait les différents forfaits Internet, je ne suis pas sûr que les ménages allaient s'en sortir. Alors, pour revenir en fait à la problématique centrale, le rôle principal donc, de la NAT, c'est de traduire les adresses IP privées en public et les publics en privé et vice-versa. Donc, cette entreprise ici, par exemple, pour pouvoir aller sur Internet, va donc implémenter ici ce qu'on va appeler la NAT. Maintenant, on va voir les différentes variantes de la NAT devant. On va parler de la NAT statique, la NAT dynamique et la surcharge PAT. On reviendra dessus devant. Mais retenons en fait ici qu'il faut la NAT. Dans cette NAT donc maintenant, son rôle sera de faire quoi? Que les adresses IP que nous avons ici, je suppose que nous sommes dans le réseau 10.10.
10.0/24. Supposons ça sur le réseau privé. Et si on peut avoir un 198 là, point 1.1.0/30 par exemple. Là, c'est la DCP publique. Le rôle donc de la date sera de faire quoi? De pouvoir prendre cette adresse IP privée, la traduire par quoi? Adresse IP publique. Et elle enseigne que le paquet qui arrive sur Internet, lorsque par exemple la requête arrive ici là sur Google, Google va voir la requête avec la DCP source. La DCP source sera la DCP de ce réseau-ci. On se comprend? Et non la DCP privée. Donc, lorsqu'il va essayer de répondre, par exemple, à la requête qui a été émise ici, là, il répond à qui? À l'interface de ce routeur. Maintenant, c'est quand la requête arrive sur l'interface du routeur d'extrémité que le même processus de la NAT qui a eu à traduire la privée en public va également traduire la publique en privé pour permettre que la requête arrive où? Sur l'autre de destination. On comprend l'approche? Donc, ça, de manière globale, en fait, c'est le fonctionnement de la NAT. Alors, maintenant, sauf que en entreprise, donc, en fonction des types de NAT dont je cite tout à l'heure, on va donc se rendre compte qu'il y a plusieurs types de NAT. Les NAT statiques, ils font le mappage un à un. Autrement dit, je peux avoir une entreprise comme celle qui est illustrée ici en image. C'est tout ça. Je peux avoir une entreprise comme celle-ci qui est reliée à Internet, OK? Dans l'entreprise, j'héberge par exemple un serveur. Ça peut être un serveur de messagerie. Ça peut être un serveur de messagerie. Donc, ici, on peut avoir le serveur de messagerie ou encore le serveur web. Tout dépend. Ça peut être un serveur de messagerie ou encore un serveur web. Et que nous décidons, par exemple, de pouvoir accéder à ces services à distance. Ça veut dire que le serveur est logé en entreprise. Autrement dit, nous sommes ici dans le bâtiment de ISA. Nous avons un serveur là qui nous fournit des services. On peut par exemple décider que ISA a une plateforme de gestion des étudiants, OK, dans laquelle on veut donner la possibilité aux internautes, depuis Internet, d'avoir par exemple accès dans ce serveur-ci. On se comprend. Depuis Internet, en fait, qu'est-ce qu'on aura besoin? D'une adresse IP publique pour permettre aux gens depuis Internet de pouvoir accéder à notre serveur qui se trouve où? Dans le réseau local. Sauf que ce serveur-ci aura pour adresse IP, par exemple, on a pour le réseau 10 tout à l'heure. Il peut avoir le 10.10.10.10.200. C'est l'adresse IP valide de ce réseau. OK? D'un point de vue local, c'est avec ça qu'il fonctionne. Mais sauf que dans la NAT statique, c'est le mappage d'un à un. Ça veut dire qu'on prend une adresse IP publique qu'on va mapper avec une adresse IP privée. Maintenant, on va donc permettre à l'utilisateur qui est ici sur Internet de pouvoir, par exemple, taper sur son navigateur ISA et avoir en fait la page web plus haut. Maintenant, lorsqu'il envoie, par exemple, sa requête à ISA, l'adresse IP qui sera collée en fait au domaine ISA sera l'adresse IP publique, qui sera par exemple, ça veut dire, si on dit le ISA sera mappé avec l'adresse IP publique qui est le 198.1.1.1. On se comprend? Il lance dans la requête depuis Internet. Internet
grâce au protocole de routage BGP, va donc l'orienter en fait sur ce routeur-ci. Parce qu'en fait, c'est ce routeur qui possède l'adresse publique. Et il faut savoir que sur Internet, deux antennes peuvent avoir même adresse publique. Pas possible. La requête va donc arriver donc sur l'interface de ce routeur. Là, la NAT entre en jeu. La NAT va donc faire ce qu'on appelle la redirection. On se comprend? Parce que dans cette traduction, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc traduire quoi? L'adresse IP publique qui est là en adresse IP privée. Et là, donc, maintenant, elle pourra atteindre quoi? Sa destination. On se comprend? Donc, c'est en fait le rôle fondamental en fait, de la note, de pouvoir traduire l'adresse IP, de pouvoir traduire l'adresse IP publique en privé et privé en public. Maintenant, en fonction donc, du type de note, en fait, on verra en fait le sens. Donc, on retient que pour la note statique, elle permet le mappage 1 à 1, c'est-à-dire une adresse IP publique, une adresse IP privée, ou vice-versa. Maintenant, la NAT statique est généralement utilisée pour permettre aux utilisateurs externes d'atteindre un service en interne. Comprenez bien la logique. Elle est beaucoup plus utilisée aux utilisateurs externes d'atteindre un service en interne, contrairement pour les autres types. C'est bon, là, on peut avancer? D'accord. Maintenant, le second type de NAT, cette fois-ci, on parlera donc de la NAT dynamique. Bon, là, je vais effacer ce serveur-ci. Le second type de NAT, cette fois-ci, on va parler de la NAT dynamique. Dans la NAT dynamique, elle fonctionne également à peu près comme la NAT statique. À la différence près que dans la NAT dynamique, en fait, on peut avoir ou encore acheter plusieurs adresses IP publiques. Dans ce cas, en fait, on va configurer ce qu'on appelle le pool d'adresses NAT. Si je prends notre exemple tout à l'heure, ici, on avait un réseau avec quoi? Slash 30, n'est-ce pas? On peut décider en fait de pouvoir prendre par exemple le slash 28. De prendre le 30 là, on met 0 slash 28 plutôt. Ou alors, bon, 28 c'est un peu grand, disons 29. Avec 29, on nous donne une plage de 8 adresses. Vous savez ça, non? Ça, c'est l'adressage. OK. Là, on va donc décider en fait de prendre un pool dans lequel, dans ce pool d'adresses, en fait, si on sous-entend en fait que dans ce pool, nous avons 8 adresses. Ça veut dire qu'on a 6 adresses utilisables en fait. Si je considère que nous avons, on peut prendre par exemple le 192.100.1.1 1 pour la première adresse jusqu'à 192.1.1.6. On se comprend, non? Alors, si je vais en fait sur cette base-ci, on va donc se rendre compte que dans la natte dynamique, pour permettre donc aux différents utilisateurs de pouvoir aller sur Internet, ils vont utiliser chacun une adresse IP publique. Donc, si je vais dans la base qu'au préalable, j'ai acheté chez le fournisseur, peut-être 6 adresses IP utilisables, il n'y a que 6 périphériques qui pourront aller sur Internet de manière simultanée. On se comprend?
Là, chacun, en fait, des utilisateurs privés vont utiliser quoi? Pour pouvoir aller sur Internet, ils vont aller consulter dans le pool. Pour pouvoir dire, j'ai besoin d'un SCP public pour aller sur Internet. Ça veut dire si nous avons, par exemple, 6 utilisateurs. Les 6 utilisent les adresses IP publiques pour aller sur Internet. La septième personne va attendre qu'une adresse se libère pour qu'elle puisse s'occuper. On voit la différence cette fois-ci. Mais sauf que là, le sens va comment? Du réseau interne vers un serveur externe. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est la deuxième catégorie en fait de la NAT, qu'on appelle la NAT dynamique, dans laquelle on va créer un pool d'adresses pour avoir plusieurs adresses IP publiques. On va chez le fournisseur d'accès, on achète plusieurs adresses IP publiques. Sauf que ces également sont des solutions toujours coûteuses. Bon, on verra ça lorsqu'on va commencer les lectures dans la présentation. On va voir les avantages et les inconvénients de toutes ces différentes méthodes-là. On reviendra dessus devant. OK? C'est que j'essaie d'avoir fait une présentation sommaire pour qu'on comprenne très bien le concept. Et en lisant, ça va être plus facile en fait. C'est bon? Maintenant, dans la troisième méthode, donc maintenant, on va configurer ce qu'on va appeler cette fois-ci la surcharge PAT. Également une variante de la NAT. Sauf que la surcharge PAT est l'une des méthodes les plus utilisées aujourd'hui. Toute entreprise, en fait, ne saurait se passer de ça. Même pas seulement les entreprises, même à la maison, dans les réseaux locaux que vous avez à la maison. C'est le même fonctionnement. Pour pouvoir justifier ceci, je vais vous inviter là. Allez-y sur Google. Tapez mon adresse IP publique. Je vais également taper le mien tout à l'heure. On va faire la comparaison. Vous allez me dire ce que vous constatez. Bon. Maintenant, comment fonctionne la PAT? Contrairement à ce que nous avons vu précédemment, la PAT, elle, comme on dit, la surcharge, nous permet en fait de pouvoir traduire autant d'adresses IP privées que nous voulons en entreprise via une seule adresse IP publique. Ça veut dire si je viens sur l'interface de routeur, si je mets l'adresse IP 192.168.1.1, ça c'est ici, point 1.1. Et que ici en dessous, j'ai par exemple 254 ordinateurs. 254 ordinateurs. Tous vont sortir avec quoi? Vont être reconnaissables sur Internet via l'adresse. Et c'est en fait la méthode qui est utilisée aujourd'hui par les fournisseurs d'accès. Du moins, il est recommandé de pouvoir implémenter quoi? La surcharge PAT. Parce que chez le fournisseur d'accès, vous allez par exemple acheter une seule adresse IP publique par laquelle tous les utilisateurs vont sortir par la même adresse IP publique. Maintenant, la question que je m'attendais à ce que vous posez, c'est comment est-ce que dans le routeur fera pour savoir si par exemple 3 personnes envoient le trafic de manière simultanée sur Internet? Lorsque la requête revient au routeur, comment est-ce que le routeur fait pour identifier exactement qui était la source de quel trafic? Pour ne pas en fait confondre les différentes machines qui ont eu à générer le trafic. Bon, je posais seulement la question comme ça. J'ai dit que c'est ce que vous êtes censé me poser comme question. Donc, comme vous n'avez pas posé la question, on va passer. Non, on va passer. On va passer. Maintenant, là, c'est à vous maintenant de me répondre. Si vous m'avez posé la question, moi, je devais répondre. Comme vous n'avez pas posé, c'est donc maintenant à vous de répondre. Pardon? J'ai anticipé. Donc, vous voulez y poser ça, c'est ça? Ok, sauf que je considère donc que j'ai anticipé. Je vous laisse répondre. D'accord. Donc, je pense que d'un point de vue sommaire, c'est en gros ce que nous allons voir donc sur la NAT, ces 3 variantes de NAT-ci. On va voir en termes de fonctionnement, comment est-ce que cela fonctionne véritablement, quels sont les différents éléments d'échange qui se passent et comment est-ce que la traduction fait pour aboutir entre les différentes adresses. Et ensuite, on passe donc à la configuration sur le laboratoire pour voir exactement comment ça marche.
OK? Bon, je vais vous demander tout à l'heure de taper mon adresse IP publique. Allons-y, je tape aussi la même chose. On va essayer un peu de commenter ça. Alors, voilà mon adresse IP publique que j'ai. Je pense que vous avez la même chose que moi. OK. Ça veut donc dire en fait que d'un point de vue d'Internet, nous sortons tous de la même source. Maintenant, l'élément qui fera en sorte que notre trafic soit spécifique, bien que nous sortons à la même adresse IP, c'est quoi? Le numéro de port utilisé. Vous regardez également sur vos machines, vous allez vous rendre compte que les numéros de port sont tous différents. C'est bon? C'est en fait dans ça que le routeur va enregistrer dans sa table. Pour pouvoir dire en fait que pour tel type de trafic, c'est associé avec tel numéro de port. Maintenant, il y a également des cas où il va arriver que les machines en fait génèrent le même numéro de port. Puisqu'en fait, ces numéros de port sont générés de manière aléatoire. C'est chaque ordinateur en fait qui génère son numéro de port. Il peut donc arriver en fait que à un moment donné qu'il y ait deux numéros de port qui sont identiques. Maintenant, comment est-ce que le routeur gère ça? On verra ça dans le cours tout à l'heure. C'est bon? Il y a une méthode en fait que le routeur va utiliser pour pouvoir incrémenter pour que les numéros de port en fait se diffèrent. On va voir ça tout à l'heure. OK, on revient donc dans notre PowerPoint. Espace donc dans une salle privée IPv4. Pour permettre à un périphérique possédant une adresse IPv4 privée d'accéder au périphérique et aux ressources situées en dehors du réseau local, l'adresse privée doit d'abord être traduite en adresse IP publique. Je pense que c'est ce qui a été dit, n'est-ce pas? Donc, nous qui sommes ici en fait en local, voici les plages d'adresse IP privées. Nous avons donc trois classes en privé, A, B et C. On sait donc que le réseau privé va en slash, le réseau privé des classes A va sur slash 8, c'est-à-dire 10.000 à 10.255.255.255. Ensuite, on a dans le réseau de classe B et le réseau de classe C. Ça également, vous connaissez déjà. Alors, maintenant, peu importe en fait le type de classe que nous prenons pour travailler avec, ces adresses IP privées ont besoin d'adresses IP d'être traduits en fait en public pour pouvoir aller sur Internet. OK? Maintenant, comme le montre la figure 2, la traduction d'adresse NAT assure la traduction des adresses privées en public. Une seule et même adresse IPv4 publique peut être partagée par des centaines, voire des milliers d'équipements, chacun étant configuré avec une adresse IP privée unique. C'est quel type de NAT ça? Pardon? Sur charge-path, exactement. Parce qu'on dit quoi? Plusieurs, voire des centaines, encore des milliers d'équipements peuvent partager une et même adresse IP publique pour aller sur Internet. Sans la NAT, l'espace d'adressage IPv4 aurait été saturé bien avant l'an 2000. Cependant, la fonction NAT présente certaines limitations qui seront étudiées dans la suite de ce chapitre. Donc, vous voyez ici, avec ce schéma, qu'est-ce qu'on a? On a dans notre traduction ici, adresse IP
le réseau interne et le réseau public. Le rôle de la NAT, c'est fait quoi? C'est de établir cette traduction-là. Qu'est-ce que la fonction NAT? Citez dans les différents rôles de la NAT. Allez-y, lecture. Sur la traduction de ces adresses lorsque nécessaire. Adresses sont appelées collectives. Alors, on dit donc ceci donc. Les routeurs configurés donc pour la NAT peuvent être configurés avec une ou plusieurs adresses IPv4 publiques valides. Ces adresses publiques sont donc appelées collectivement les pools NAT. Je pense que tout à l'heure, je vous ai dit, dans la NAT dynamique, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs adresses IP publiques, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser. Et généralement, on parle de quoi? On crée donc un pool NAT dans lequel on aura plusieurs adresses IP publiques. C'est bon? Maintenant, si on s'en tient un peu à la topologie, ici, on a quoi? Espace d'adressage privé. On a les différents réseaux privés ici. Ça, c'est les réseaux privé, privé et privé. Le routeur R2 ici, routeur périphérique configuré pour la NAT. Parce qu'après lui, en fait, on tombe chez qui? Chez le fournisseur, c'est-à-dire Internet. Donc, ça veut dire, généralement, en fait, l'adresse qui va fixer ici, là, ça peut être soit l'adresse privée qui va prendre chez le fournisseur ou encore public. Mais dans tous les cas, la NAT se doit d'être opérée à ce niveau. On se comprend? Là, donc, on va configurer la NAT qui va donc permettre la traduction de tout notre réseau privé ici en public. Parce qu'on dira quoi? On va faire une note pour dire en fait que peu importe les adresses IP qui sont contenues ici à l'intérieur, s'ils veulent traverser ici, convertir leur adresse IP publique. Ou alors du moins convertir au réseau aussi. Bon, je préfère que vous maintenez en fait l'adresse IP publique. Parce que là, si je parle ici en fait du réseau aussi, ça va encore nous faire beaucoup expliquer les choses. Parce que généralement, en fait, aussi en entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Le fournisseur d'accès vient par exemple à la périphérie, il dépose son routeur ou encore son modem. OK? À l'intérieur, il implémente la NAT. Ça veut dire ce qui sort ici, généralement, c'est quoi? Une adresse IP privée. Certains fournisseurs font ça, pas tous. Donc, ça veut dire là, c'est une adresse IP privée. Maintenant, lorsque vous connectez à votre routeur d'entreprise, qu'est-ce que vous faites? C'est plutôt l'adresse IP privée que vous allez aussi mettre sur l'autre extrémité-ci pour permettre la communication. Maintenant, certes que vous allez faire la NAT ici, mais la NAT sera en fait quoi? À partir d'un IP privé également de ce côté-ci. Mais l'objectif, c'est que vu qu'il est donc en communication ici, dans ce routeur donc, du fournisseur, les mécanismes pour permettre donc à tout le réseau-ci, à tous les adresses du réseau-ci, à pouvoir sortir sont déjà mis en place. Et ça revient encore au même principe de départ. C'est bon? Terminologie NAT. Allons-y, lecture. Pour déterminer l'adresse utilisée et l'emploi de l'utilisateur terminologie
D'accord. Adresse du périphérique traduite via la NAT. Adresse externe, adresse du périphérique de destination. OK. Maintenant, dans la NAT, en fait, il y a des terminologies qu'il faut comprendre et qui sont également très importantes. Les adresses IP locales internes, global interne, local externe et global externe. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on a compris globalement ce que c'est que la NAT. Alors, lorsque nous traitons de la NAT, nous avons deux grands types de réseaux. Le réseau interne et le réseau externe. C'est déjà à partir de là qu'il faut déjà savoir. OK? Il faut déjà que nous puissions en fait définir quel est notre réseau interne et le réseau externe. Le réseau interne ici, en fait, c'est le réseau qui est propre à l'entreprise. C'est ça. On se coupe en deux. Nous avons aussi notre réseau interne et le réseau externe. Externe, pourquoi? Parce que c'est celui d'Internet, n'est-ce pas? Et interne, c'est celui propre au LAN que nous avons déployé. C'est bon? Maintenant, regardons le scénario. Je fasse un peu ça pour que ce soit un peu plus propre. Regardons le scénario. PC1 a envie de communiquer avec quoi? Le serveur web se trouve sur Internet. Un peu comme vous demandez souvent l'information à Google. Vous allez partir sur Google, vous tapez par exemple pour avoir une page. OK? Alors, quelle est l'adresse IP de PC? De PC1? C'est elle ici. 10.10. Dans l'encapsulation de la trame, l'adresse ici, en fait, c'est quoi? L'adresse interne ici, d'un point de vue de localisation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'adresse locale interne. On se comprend? Maintenant, notre adresse locale interne est donc mappée là. Ici, donc maintenant, dans le tableau, si vous voyez, on met quoi? L'adresse IP locale externe. Comme pour dire quoi? L'adresse IP de la destination. Ça veut dire, à la destination également, d'un point de vue de la destination aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? On peut aussi avoir un réseau local là-bas. Pas qu'on peut, on a aussi un réseau local là-bas. D'où on fait l'appellation locale externe. Mais on l'appelle externe pourquoi? Parce que nous sommes en train de regarder d'un point de vue interne. Nous sommes dans notre réseau local, LAN. Bien, est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, une fois donc que nous traversons dans la barrière, bon, disons, positionnons-nous ici, à l'extrémité de notre routeur. Maintenant, nous avons également ce qu'on va appeler quoi? Global interne. Global interne ici qui est quoi? L'adresse IP 226. Rappelez-vous qu'entre R2 et le fournisseur d'accès, c'est un réseau qui fonctionne. Et dans ce réseau-là, on a mis quoi? Les adresses IP publiques. Ça veut dire sur l'extrémité ici là de R2, on a configuré quel réseau? Celui-ci. On se comprend? Lui devient quoi? Global interne, parce qu'on est toujours en fait sur notre réseau local, ou encore sur le routeur qui appartient à notre réseau local. Maintenant, il est global, pourquoi? Parce que là, on parle des adresses IP publiques. Local interne, l'adresse IP privée se trouve dans notre réseau local. Global interne, adresse IP publique, toujours située où? Sur notre réseau local. Maintenant, on parlera cette fois-ci de quoi? Global externe, pour magnifier quoi? Pour essayer de représenter l'adresse IP publique du destinataire. Maintenant, sur l'image, vous allez vous rendre compte que l'adresse IP global externe est identique à global à local externe. Pour la simple et unique raison que même à la destination, le principe de la NAT s'applique toujours. Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit?
par rapport à la NAT statique. La NAT statique était faite pour permettre quoi? D'accéder aux services internes en étant à l'extérieur. Et c'est ça, en fait, l'un des avantages de la NAT, c'est qu'elle permet, en fait, de pouvoir masquer les adresses IP réelles des équipements. Ça veut dire que si quelqu'un veut venir depuis Internet, l'adresse IP publique qu'il va taper pour accéder à mon serveur, c'est en fait une adresse IP qui sera traduite, qui n'est pas, en fait, l'adresse IP réelle qui se trouve sur l'équipement. Vous comprenez l'approche? Donc, c'est la raison pour laquelle ici, en fait, notre global externe est identique à quoi? À la local externe. La plupart du temps, en fait, c'est ce qui se passe sur Internet. C'est bon jusque-là? On peut avancer. Est-ce qu'il y a des questions? On peut avancer? Oui? Oui? Oui, c'est externe, non? C'est à partir du fournisseur d'accès. Ça veut dire, ça veut dire en fait que par rapport donc, au réseau donc, des destinations, l'adresse IP qui sera également fixée. C'est pour ça qu'on a matérialisé ici en fait par un nuage. Parce qu'on ne saurait en fait prédire la destination exacte. On se comprend? Lorsque nous envoyons déjà notre trafic et que ça traverse notre routeur ici, quand il tombe déjà sur la route du réseau public, autrement dit Internet, on appelle la maîtrise. C'est quand ça atteint ma destination qu'on sait que c'est arrivé. On ne saurait prédire en fait le chemin qu'il doit prendre. Du moins, nous, en tant qu'utilisateurs des réseaux locaux. Maintenant, le fournisseur, lui, en fait, peut prédire le chemin. Mais sauf que nous, pour envoyer une requête sur Internet, on passe par qui? Par le réseau du fournisseur. C'est le fournisseur, en fait, qui dresse les routes. Donc, une fois que la requête est sortie de chez nous pour tomber sur la ligne du fournisseur, nous, on n'a plus la main dessus. Tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la réponse à notre requête. C'est bon? Ok, ici, donc, on va essayer de réexpliquer donc maintenant le scénario sur les adresses IP locales internes et locales externes. Ça, ce n'est qu'un texte explicatif pour présenter tout ça. Donc, vous allez lire pour essayer de garder l'information. Allons-y, lecture. À haute voix. Exact.
Alors, lorsqu'on parle de point de démarcation entre les périphériques, le point de démarcation ici, c'est quoi? C'est en fait la limite entre le réseau du fournisseur et le réseau local. On se comprend? C'est ça, en fait, le point de démarcation. C'est la limite entre le réseau du fournisseur et le réseau local. Donc, dans l'explication, qu'est-ce qu'on disait donc? Le PC, PC1, en fait, qui souhaite accéder au serveur web, pardon, en fait, fait quoi? Fait traduire donc son adresse IP publique en privé. C'est bon, non? On peut avancer? Je pense qu'on a eu à expliquer tout ça, non? Allons-y. Lecture. L'adresse de la source directeur sur la rubrique est sens 10 est seulement celle de l'adresse globale interne. L'adresse globale interne, l'adresse de la source externe sur la rubrique parce que les sont envoyés se faire là-dessus. 209, 165 points, 100 points. OK. Donc, qu'est-ce qu'on dit donc? On dit donc que dans ce scénario, en fait, PC1 qui a envie de communiquer avec le fournisseur, c'est-à-dire cette relation-ci, avec le fournisseur, son adresse IP privée, local privé, sera traduit en quoi? En IP public, n'est-ce pas? Par quelle adresse? Par le 266. C'est-à-dire que d'un point de vue d'Internet, en fait, PC1 est reconnaissable à partir de quelle adresse IP? Le point 226 à la fin. Quand dit point 226, ça veut dire 209.165.200.226. OK? Donc, je suis pris la fin. Dernier octet. Le fonctionnement donc de la NAT. Lecture. Cet exemple précédent possède l'adresse privée 190, soit communiqué avec un serveur web externe dont l'adresse publique est 209.165.201.201. Car PC1 envoie un paquet ici au serveur web. Le paquet est transmis par L1 W. Lorsque les paquets si celui-ci correspond au texte spécifié par la leçon. C'est cas, 13 source correspondante est traduit si ça se sens sur le pas de terme et son 9 points sur le pas de terme. C'est ma page de l'adresse locale table NAT. OK. Regardez par exemple cette table NAT-ci. Ici, donc maintenant, bon, là, il y a une erreur hein, sur les appellations-ci. Je n'ai pas compte de ça. Ici, en fait, c'est quoi? C'est local interne, n'est-ce pas? Hmm? Donc, ça doit être plutôt inside local ici. Donc, ça, c'est inversé. OK? Ici, on a donc quoi? Notre adresse IP euh, locale qui sera traduite par quoi?
par la globale interne. On se comprend? Maintenant, comme destination, quelle est la destination ici là? Bon, on a expliqué pourquoi est-ce que le global et le local externe sont identiques, non? Je pense qu'on a expliqué ça tout à l'heure. Donc voilà en fait comment est-ce que la table NAT va pouvoir faire son mappage. Et c'est donc parce qu'en fait, il a donc fait ce mappage ici qu'il va enregistrer, qui permettra que lors du retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'opération inverse. Afin que la requête arrive à qui? Au destinataire. Tu peux avancer? Ok, donc ici, on présentait en fait les différentes étapes. On a donc lu l'étape 1 et l'étape 2. Maintenant, l'étape 3, on dit quoi? R de renvoi dans le paquet avec l'adresse source traduite vers la destination. Première étape, on identifie le réseau à traduire. 2, on traduit. À l'étape 3, donc, la traduction a donc été faite. Ça veut donc dire que le paquet dont la source était du point 10 ici, là, sort donc pour aller sur Internet. La nouvelle source, c'est qui? 226. Ok, oui, 209. Bon, donc, c'est dans point 226 là, la nouvelle source. Du point de vue d'Internet, la source ici, c'est maintenant qui? Ce routeur-ci, en fait. C'est bon? Ok. À l'étape 4, le serveur web répond par un paquet destiné à 226, c'est-à-dire au routeur, puisqu'en fait, c'est le routeur qui était la source. Quand il renvoie maintenant au routeur, le routeur doit faire quoi? Doit faire l'opération inverse qu'il a fait au départ pour pouvoir retrouver qui? L'utilisateur légitime qui est PC1. Donc, ici, on dit R2 reçoit dans le paquet portant l'adresse de destination point 226. R2 examine dans la table NAT et trouve dans une entrée correspondante à ce mappage. R2 utilise ces informations pour traduire l'adresse globale interne en adresse locale interne. Et le paquet est transféré vers PCE, tout simplement. C'est bon? On peut avancer? OK. Maintenant, ici, on va donc entrer spécifiquement dans les différents types de NAT. Comme j'ai présenté tantôt aujourd'hui, on avait quoi? Trois grands types de NAT. La NAT statique, la dynamique et la surcharge pattern. On peut aller? Donc, vous lisez. existe trois types de traduction d'adresse statique à part traduction d'adresse d'adresse traduction d'adresse de point à part de plusieurs adresses locales et globales vers une seule. Cette méthode s'usage seulement dans statique. Dans statique, c'est ma paille. Ces adresses locales, c'est ma paille sont c'est-à-dire les autres restent constants. D'accord. Donc, ici, on dit quoi? La NAT statique, c'est un mappage de 1 à 1. Je pense que j'ai eu à expliquer ça tout à l'heure dans notre présentation précédente. Vous voyez ici, nous avons un utilisateur PC4 depuis Internet, n'est-ce pas? Qui souhaite accéder à quoi? Au serveur, dans un réseau local. L'administrateur a donc configuré quoi ici? Une NAT dynamique. Dans la NAT dynamique, regardez bien ce que PC4 fait. PC4 veut gérer, accéder à une session SSH dans le serveur. Quelle est l'adresse IP qu'il met? Voilà l'adresse IP qu'il met. C'est la 209.165.200.226. L'adresse IP publique. Et là, c'est la requête. C'est quand la requête arrive au niveau en fait du routeur que le routeur doit faire quoi? La traduction
vous cherchez l'adresse IP correspondante et envoyez le trafic vers le serveur. Vous voyez l'approche? Je pense que j'ai expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Ah, ça paraît que c'est la même chose. Ok, hein, je disais cette robot-ci. Ouais, c'est ça qui est nouveau. Ok. Utilisation d'un NAS statique, lecture. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, en fait, le mode de fonctionnement qu'on a présenté. Maintenant, on dit, en fait, comme l'inconvénient de la NAS statique. C'est que si il arrive qu'en entreprise, on a besoin d'avoir, par exemple, plusieurs sessions de manière simultanée. Regardez, par exemple, l'utilisateur qui va faire une session SSH pour aller travailler dans le serveur. Ça veut dire qu'avec la NAS statique, si on a besoin, par exemple, si 10 personnes doivent travailler de manière simultanée, on va nous demander quoi? En fait, avoir autant d'adresses IP publiques. On se comprend? Pour permettre, en fait, de travailler là en simultané sur différents équipements. Parce qu'on a dit quoi sur le mappage de 1 à 1. C'est bon? Maintenant, le fonctionnement donc, de la natte dynamique, comme je vous ai dit de manière globale, contrairement dans la natte statique, dans la natte dynamique, qu'est-ce qu'on fait? On va donc créer ce qu'on appelle un pool d'adresses, n'est-ce pas? Un pool d'adresses, en fait, c'est une quantité importante d'adresses IP qu'on va prendre sur le fournisseur. On peut par exemple décider d'acheter même 5 adresses IP publiques, même 6 sur le fournisseur. Sachant en fait que pour permettre à nos utilisateurs, cette fois-là, utilisateurs locaux, de pouvoir aller sur Internet. Voilà, c'est le sens du trafic, cette fois-ci. Chacun va utiliser quoi? L'une d'entre ces adresses IP publiques. Allons-y, lecture. La méthode dont FIFO, c'est le premier entrée, premier servi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la première personne qui nécessite le besoin d'une adresse IP publique, on lui sert d'abord. OK? Progressivement. Maintenant, s'il arrive que c'est tout utilisé, le second sera obligé d'attendre parce que les adresses sont déjà occupées.
D'accord. Donc, ça veut dire, en fait, dans notre dynamique, autant d'adresses IP publiques, autant de périphériques. On se comprend? Si les adresses IP publiques qui ont été sélectionnées sont en rupture, aucun périphérique secondaire ne pourra accéder à Internet. Maintenant, ici, voyons donc la surcharge path. Celui que je vous ai dit, en fait, qu'il est le plus utilisé. Lecture. OK. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Nous avons donc en fait un routeur ici auquel le fournisseur va nous donner quoi? Une adresse IP publique, n'est-ce pas? Ça peut être le 198.1.1.1 par exemple. Et ici en dessous, nous avons quoi? Notre LAN auquel nous avons peut-être 254 appareils connectés dessus. Tous en fait doivent être mappés par quoi? Par la même adresse IP publique pour aller sur Internet. Vous voyez un peu? Contrairement à la natte dynamique, il fallait en fait autant d'adresses IP publiques pour les autres. Ici, en fait, une seule adresse IP publique map quoi? Toutes les adresses IP privées que nous avons. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsqu'on a tapé, par exemple, sur Google, mon adresse IP publique, ouais, nous avons eu quoi? Tous la même adresse IP publique, n'est-ce pas? On continue la lecture. OK. Donc, on retient donc quoi? Que la patte garantit que les périphériques utilisent un numéro de port TCP. C'est l'élément fondamental en fait qui caractérise la patte. Différent pour chaque session avec un serveur sur Internet. Ça veut dire en fait chaque session qui sera faite sur Internet, chaque périphérique aura quoi? Un port différent. Et c'est ça qui permettra en fait au routeur dans la table NAT de pouvoir en fait savoir exactement qui est la source d'un trafic donné. Parce que lorsqu'il envoie sur Internet, il envoie avec la même adresse. Maintenant, lorsqu'en fait la requête revient sur lui, il doit être capable de pouvoir faire quoi? Retrouver en fait l'émetteur de départ pour envoyer exactement la réponse
à celui-là. Donc ici, donc, nous avons un exemple. On dit étape 1, PC1 et PC2 envoient leur paquet au routeur R2. Bon, nous sommes dans un cas ici où nos équipements veulent communiquer sur Internet, n'est-ce pas? Voici les serveurs sur Internet ici. Peu importe la destination, là, ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'en fait le trafic sera géré au niveau de le point de démarcation. C'est bon? Alors, à l'étape 2, lorsque R2 traite chaque paquet, il utilise le numéro de port 13, 31 et 15, 55. Regardez ici bien. Voici la traduction qui est faite ici. Voici la table de traduction. Je vais m'arrêter d'abord ici. Regardez ce qui se passe. Adresse IP global interne et adresse IP local interne. Qu'est-ce qu'il fait? Dans global interne, il va donc mapper le 209.165.226.2.1555. Global, adresse IP local interne 192.168.10.1555. Vous voyez que ce numéro de... Voici un mappage qui a été fait avec un numéro de port qui est quoi? 1555. Voici l'autre PC ici. Ça, c'est le PC qui a l'adresse IP 10.10. 10.10, c'est lui ici. Regardez bien ici, là. Lorsqu'il génère sa trame. Regardez ce qui se passe. Il met son adresse IP de départ, qui est quoi? Le 10.10. Il met 2 points. Il va donc générer quoi? Un numéro de port. Et vous dites, en fait, cela est aléatoire. On se comprend? Il va donc générer un numéro de port qui est le 1555. Il souhaite communiquer avec le serveur de destination qui a l'adresse IP point 1, c'est-à-dire ce serveur-ci. Voilà la destination avec qui il souhaite communiquer. Lorsqu'il l'encapsule dans sa trame, au niveau donc de la couche réseau, il met dans les informations IP source et IP destination. Ici, qui est IP source. IP source, en fait, c'est le PC qui est en train de générer la donnée. Et l'IP de destination, c'est qui? C'est le serveur auquel il a envie d'avoir l'information. Il envoie dans la requête-ci, cette requête-ci, il envoie ça au routeur. C'est bon là? Le routeur va donc enregistrer dans le paquet. Il commence à faire quoi? Il va donc établir sa traduction. Une fois donc que le paquet arrive au niveau du routeur, nous tombons sur cette image ici. On a dans le 192.168.10.10 2.1555. Adresse IP et destination, c'est là. Celui-ci également va faire pareil. Avec quel serveur pour destination? Celui-ci comme destination. Le routeur ici va donc aller donc créer donc des entrées dans quoi? Dans sa table NAT. Pour dire donc en fait que le PC 192.10.10 2.1555 sera donc mappé avec l'adresse IP publique 209 2.2. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il met 2 points, il va reprendre en fait le numéro de port de départ pour également coller à ce niveau-là. On se comprend? C'est ça qui permettra en fait que lorsque la trame sera de retour sur Internet, grâce au numéro de port, il saura qui a été la source légitime. Je ne sais pas si on comprend l'approche. Est-ce qu'on se comprend? On peut avancer? Hein? Vous ne répondez pas? C'est pas clair. Mais pourquoi je demande à qui ne comprend pas, vous ne dites pas que vous ne comprenez pas? Ok, je reprends le scénario. Regardez ce qui se passe.
Pour pouvoir communiquer sur Internet, du moins, lorsqu'un ordinateur a besoin de communiquer dans le réseau, ça peut être sur Internet, ça peut être en local. L'ordinateur a besoin de certaines informations phares. Adresse IP source, qui est son propre adresse IP. Adresse IP de l'autre destination avec qui il souhaite communiquer. C'est bon? Et ainsi que les numéros de port. C'est bon jusqu'ici? À chaque communication, en fait, il y a un numéro de port qui est attribué à ça. C'est bon à ce niveau? Alors, notre périphérique ici a donc généré, a dans son adresse IP source qui est quoi? Le 10.10. Quel est le numéro de port avec lequel il souhaite communiquer? 1555. C'est bon jusqu'ici? Là, qui est la destination? Où est-ce qu'il souhaite aller? Voici l'adresse IP du serveur de destination avec le numéro de port 80, c'est-à-dire une page web. L'adresse IP ici est là parce que c'est la même chose lorsque vous partez sur votre navigateur, vous tapez par exemple facebook.com. Le DNS va donc traduire le nom de domaine là pour qu'on ait quoi? Une adresse IP. C'est bon à ce niveau? On envoie dans la requête au niveau du routeur R2, qui en fait est chargé de faire quoi? De faire la patte. Sauf que dans la patte, on vous a dit avec la patte, une seule adresse IP publique nous permet de pouvoir traduire autant d'adresses IP privées. Avec dans la patte, ce qui va se passer, c'est quoi? Pour que notre routeur R2 puisse être capable d'identifier avec exactitude celui qui était la source du message au départ, il va faire quoi? Enregistrer ce numéro de port dans sa table NAT. Et créer donc une table NAT que voici ici, là, cette table-ci, dans laquelle il va enregistrer quoi? L'adresse IP privée de départ, plus le numéro de port. Et l'adresse IP publique par laquelle il va mapper également le même numéro de port qu'il avait mis sur l'adresse IP privée. Autrement dit, il va tout simplement copier ça, venir coller ici. Maintenant, vu qu'il est donc appelé à faire quoi? À traduire, il va donc mettre l'adresse IP publique qu'il va traduire avec et ajouter quoi? Le même numéro de port. Maintenant, s'il y a un ordinateur qui souhaite communiquer, c'est la même procédure qu'il va faire. Puisque même en local, deux ordinateurs ne peuvent pas avoir quoi? La même adresse IP privée. C'est la même opération qu'il doit faire, même s'il y a un ordinateur. C'est bon à ce niveau. Maintenant, de ce côté, c'est en fait les informations liées à la destination. Là, c'est le serveur de destination et le numéro de port. Lorsqu'on va à 80, c'est que c'est un service HTTP. Autrement dit, c'est le web. C'est bon? OK. Là, donc, on passe à l'étape 3. Comparaison donc entre la NAT et la PAT. La NAT traduit les adresses IPv4 une à une. Je pense que ça, c'est pas nouveau. On a déjà dit ça. Les adresses IPv4 privées, adresses IP publiques et vice-versa. En revanche, la PAT modifie à la fois l'adresse et le numéro de port. La fonction PAT traduit la plupart des protocoles communs transportés par IPv4 qui n'utilisent pas le protocole TCP ou UDP comme protocole de couche transport. Le plus connu de ces derniers est ICMPv4. Chacun de ces types de protocoles est pris en charge différemment par la PAT. Par exemple, les messages de requête, les demandes d'écho et les réponses d'écho ICMPv4 incluent un ID de requête. ICMPv4 utilise l'ID de requête pour identifier une demande d'écho et sa réponse d'écho correspondante. L'ID de requête est donc incrémenté à chaque envoi de demande d'écho.
La fonction path utilise l'ID des requêtes au lieu du numéro de port. Bon, là, en fait, c'est lorsqu'on se trouve dans le processus ICMP. OK? Dans le processus ICMP, en fait, la path utilisera beaucoup quoi? L'ID des requêtes et non le numéro de port. Maintenant, les avantages de la NAT. Alors, quels sont donc les avantages qu'offre la NAT? La fonction NAT ménage les schémas d'adressage enregistrés légalement en autorisant la privation des intranets. Elle économise donc les adresses ou le moyen d'un multiplexage au niveau du port de l'application. La fonction NAT également augmente la souplesse des connexions au réseau public. Il est possible de mettre en œuvre dans des pools multiples. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait, dans la NAT dynamique, on peut créer un pool. On peut créer également plusieurs pools, en fait, en fonction des objectifs à atteindre. Des pools de secours et des pools d'équilibrage de charges pour assurer les connexions plus fiables au réseau public. Lorsqu'on parle en fait d'équilibrage des charges, on a vu ça dernièrement, n'est-ce pas, lorsqu'on faisait le GLVP. C'est la possibilité d'avoir plusieurs chemins vers une destination et que ces chemins soient utilisés de manière simultanée. La fonction NAT assure également la cohérence des schémas d'adressage du réseau interne. Sur un réseau qui n'utilise pas d'adresse IPv4 privée ni la NAT, la modification du schéma des adresses IPv4 publiques nécessite le réadressage de tous les autres du réseau existant. Autrement dit, lorsque nous avons un réseau comme ceci, de ce côté-ci on a Internet, de ce côté-ci on a notre LAN. Je peux avoir par exemple cinq réseaux différents ici à l'intérieur. Je parle des réseaux et non des autres. Je peux avoir 5 réseaux dans lesquels il y a au moins 254 ordinateurs même par réseau. On se comprend? Mais lorsque je décide de venir mettre ma NAT ici au milieu, elle ne tient pas compte en fait de quoi? Du type d'adressage que j'ai fait à l'intérieur. Quand je fais ma NAT, qu'est-ce que je dis? Tous les réseaux que j'ai faits sont traduits tout simplement par l'adresse IP qui est sur ma patte. Point barre. Maintenant, comme l'adresse IP qui est ici là communique avec celle du fournisseur ici, il y aura toujours communication. Même si le fournisseur arrive par exemple à changer l'espace d'adressage de ce réseau-ci. Et ce qui se passe la plupart du temps, mon adressage interne en fait ne souffrira de rien. On se comprend? C'est pas comme s'il faudra forcément qu'il y ait une cohérence entre mon réseau local et le réseau du fournisseur. La fonction NAT assure la sécurité du réseau. Les réseaux privés ne divulguant pas leurs adresses ou leur topologie interne et restent donc raisonnablement sécurisés car ils sont utilisés conjointement à la fonction NAT pour obtenir un accès externe. Autrement dit, compte tenu du fait que notre réseau local, avec ses adresses IP, est caché derrière la fonction NAT ou encore la fonction PAT, l'utilisateur externe en fait n'a pas une idée du type d'adresse IP qui se trouve en interne. Parce que tout ce qu'il voit, c'est quoi? Ce n'est que l'adresse IP publique qu'il voit. On comprend un peu ça? D'accord. Maintenant, les inconvénients liés à la NAT, pour les inconvénients, je vous laisse donner. Lecture. Certaines applications ne sont pas compatibles avec certaines applications de sécurité scientifiques et de sources sont facilitées
4 cible OK. Alors, en disant que la fonction note augmente un délai de commutation, c'est vrai. Parce que le temps en fait que le routeur va mettre pour faire la traduction des différentes adresses, ça prend un temps en fait. Contrairement à comme si la liaison était ouverte, que ça devait seulement circuler. On dit l'autre inconvénient de l'utilisation de la NAT est la perte de l'adresse de bout en bout. Autrement dit, on a vu par exemple qu'entre la source et le serveur sur Internet, on utilise une adresse et après l'adresse est changée. Donc, d'où en faisant part de la notion de perte de bout en bout. La traçabilité IPv4 de bout en bout est également perdue. C'est-à-dire, en fait, supposons en fait qu'il y a un trafic que vous essayez de vouloir tracer de la source à la destination. Vous seriez égaré. Pourquoi? Parce qu'en fonction des tronçons que le paquet va emprunter, il va par exemple entrer. C'est un peu comme si en fait un policier poursuit un bandit. Il est par exemple il est par exemple dans un hélico, dans les airs. Le bandit est dans le véhicule, il entre dans un tunnel. Étant en haut, en fait, il ne peut pas voir ce qui se passe dans le tunnel. Le bandit soit échange de voiture, en fait, et reçoit avec une autre voiture. Gare l'ancienne voiture. C'est en fait ça le problème de traçabilité de bout en bout. L'utilisation également de la fonction NAT complique également les protocoles de transmission de tunnels tels que IPsec. Parce qu'avec IPsec, par exemple, lorsqu'on crée un tunnel VPN et qu'on souhaite, par exemple, sécuriser avec IPsec, le fait en fait de pouvoir créer le tunnel sur un chemin où la NAT transite, cela ne permettra pas la communication de bout en bout. Parce qu'il y aura perte en fait entre la source et la destination à cause du fait que la NAT a été appliquée. OK? Maintenant, configuration donc, de la patte. C'est ce qui va nous intéresser ici dans ce cours. Donc, avant donc de... Je vais faire donc une topologie que nous allons simuler avec Packet 3 pour pouvoir mieux comprendre le scénario et on va passer donc à la configuration. Et là, ça sera terminé. Oui? Pardon? Non, les inconvénients de la natte qu'on voit, en fait, je veux dire, en fait, la patte, c'est un chiffre de natte, en fait. On se comprend? Dans les inconvénients qu'on disait sur la natte, là, en fait, c'est propre également à ça. Maintenant, également, les avantages qu'on disait tout à l'heure de la natte, ce sont les mêmes avantages. Bon. Maintenant, sauf que si on veut aller de manière spécifique, on a vu en fait les avantages que d'un point de vue spécifique, chaque type de note apportait par rapport à l'autre. Ok, allons-y lecture.
OK. Donc, ça veut dire que la configuration, en fait, de la NAT, une minute, pardon. La configuration ici, en fait, va passer par ce qu'on appelle des listes de contrôle d'accès. C'est vrai que les listes de contrôle d'accès, on n'a pas encore vu ça. On va seulement... les listes de contrôle d'accès, en fait, sont écrites pour pouvoir autoriser un trafic. On se comprend? On va choisir un trafic, en fait, qu'on va autoriser à pouvoir être naté. Maintenant, si on a plusieurs réseaux, on va donc créer une instruction qui globalise quoi? Tous nos différents réseaux. Et on autorise dans l'ACL. Donc, on dit donc à la première étape, qu'est-ce qu'on fait? On définit en fait une liste de contrôle d'accès qui va autoriser ce que nous voulons. Ensuite, on va donc déterminer en fait des interfaces. Les interfaces en fait qu'on va identifier nous permettra de pouvoir définir le sens du trafic. Est-ce que dans notre trafic est entrant? Est-ce que le trafic est sortant? Et surtout également, et dans la patte aussi, on a vu que la patte, en fait, on utilisait quoi? Une seule adresse IP publique. Sauf que dans la patte également, on peut utiliser quoi? Le pool d'adresses aussi. On se comprend? Il est également possible d'avoir un pool d'adresses, c'est-à-dire plusieurs adresses IP publiques pour faire sortir plusieurs personnes. Mais généralement, ce n'est pas vraiment nécessaire. Bon, pour celui qui a ses moyens, oui. Maintenant, à l'état 3, on identifie dans les interfaces. Une interface sera inside, c'est-à-dire inside, c'est quelle interface? Interface par laquelle le trafic entre et l'interface outside, l'interface qui va sur Internet, qui va traduire en fait notre trafic. On se comprend? OK, analyse de la patte, lecture. C'est un concept qu'on appelle source centre de soins sans et c'est le port switch alors ça regarde c'est le concept qu'on appelle source 191 source exact plus également le port switch 14 les paquets contenant à l'aide de la sous ce public. 165 tests global. Et ce aucun exemple serve le paquet est alors transféré vers ce club 109 165.6. Ensuite, paquet provient ici à pas même manière, la panne sous ce discipline, cependant, PCD possède le même nombre de sources statistique standard. Ces dates de paquet destiné à participer soit source 1445 de celui-ci. OK, on a compris ça. Ici, en fait, c'est un scénario dans lequel, comme je le disais précédemment, c'est un scénario dans lequel les numéros de port des périphériques, en fait, sont identiques. Observez ici. Voici
l'adresse de PC1, voici l'adresse de PC2. Regardez le numéro de port. On a ici adresse locale interne, n'est-ce pas? Regardez le numéro de port. Là, ils sont identiques. Maintenant, comment est-ce que le routeur va donc pouvoir traiter cela pour permettre que la réponse qu'elle va envoyer puisse en fait aller respectivement à chaque PC? Ce qu'on dit donc, c'est quoi dans le scénario? C'est que lorsque la traduction sera donc faite et que euh, euh, lorsque PC1 en fait envoie dans sa trame au routeur, si on part sur la base que PC1 était le premier à envoyer, c'est-à-dire avec l'adresse IP 10.10 au routeur, avec pour numéro de port 1444. Quand le PC2 va également générer son numéro de port, qui est en fait une valeur aléatoire, comme je vous ai précisé tout à l'heure, envoie également au niveau du routeur. Le routeur va se rendre compte que l'adresse MAC, le numéro de port, autant pour moi, est identique à le numéro de port d'une entrée qu'il a déjà dans quoi? Sa table NAT. Il va essayer de faire quoi? D'incrémenter de plus 1 la valeur du numéro de port qui est arrivé jusqu'à ce qu'elle aura une valeur unique dans sa table. Ça veut dire s'il incrémente de plus 1, il se rend compte que quelqu'un d'autre utilise déjà le numéro qu'il a voulu incrémenter. Il continue à faire plus un jusqu'à ce qu'il ait quoi? Une valeur unique dans sa table. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il saura donc? Il saura donc maintenant quoi? Que en fait, le numéro de port, cette fois-ci, 1445, qu'il a incrémenté, correspond à quoi en fait? Au PC qui dispose de quelle adresse IP? 10.11. Ce qui fait donc que si la trame revient donc de Internet, il sait exactement en fait à qui répondre. Grâce à ce mécanisme d'incrémentation. Donc c'est la réponse en fait à la question que j'ai dit vous aurez dû me poser tout à l'heure. C'est ce qu'on a dit. S'ils envoient simultanément, c'est que si une personne va rentrer avant l'autre, non? Hein? La première entrée conserve. Celui qui vient en deuxième position, il incrémente. C'est bon? Ok, on continue dans l'analyse de notre processus. C'est la suite ici, allons-y. D'accord. C'est un échange. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est tout. C'est vrai, c'est le port sur cette préparation, reçu le port en destination, sur ce port en destination. C'est vrai, sans 109, 165, 165, c'est vrai. Top 5, arrivé, c'est la seule. Sans adresse, port, destination, chapitre, dans, c'est vrai. Destination, 209, 165, 125, zéro. Et c'est le port de destination par conséquent, est évident, sa table, est une destination par bateau est alors transféré vers étape 6 lorsque le bateau serveur 2 sont similaires. Sont 165, 165, c'est 16.
Ok, je pense que c'est ce que j'ai expliqué précédemment, n'est-ce pas? C'est bon? Là, on dit donc vérification de la NAT. On va taper dans le Show IP NAT Translation pour essayer de vérifier. Alors, moi, je pense qu'on a terminé. Pour créer dans la NAT, voilà dans les étapes de configuration. Première étape, on va créer une liste de contrôle d'accès. Deuxième étape, on crée donc maintenant la configuration de la NAT. IP NAT Inside Source List. On va ajouter notre mot-clé overload. Ensuite, on va donc aller sur les interfaces pour identifier en fait quelle est l'interface entrante et l'interface sortante. Donc, cela se fait en 4 étapes. S'il n'y a plus de questions, on passe à la pratique. Bon, je vais d'abord essayer d'ouvrir mon paquet tracer pour mettre une topologie, OK? Permettre à ce qu'on comprenne, je vais expliquer cette topologie sommairement, permettre qu'on comprenne exactement ce qu'on souhaite faire. Avant qu'on passe donc sur le laboratoire pour réaliser cela.